Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo historique où nous allons parler du front de l'Est, principalement en Estonie, où des volontaires SS norvégiens, danois, néerlandais, estoniens et flamands ont combattu pour stopper l'armée rouge près de Narva en Estonie. Lorsque l'armée rouge lança son opération Bagration, les Allemands furent totalement pris par surprise. En quelques semaines, les Soviétiques avaient créé une brèche irréversible, mettant en péril la tête de pont de Narva. Face à cette nouvelle menace soviétique, le haut commandement allemand décida qu'il était temps de se replier plus à l'ouest pour éviter l'écrasement du groupe Nord. Puis, le 11 juillet 1944, le flanc sud de la 18e armée fut attaqué par le 2e front balte, forçant les Allemands à abandonner leur ligne défensive de Marienburg. Puis, ce fut au tour du 3e corps de Panzer SS d'être attaqué. Le 3e front balte soviétique, composé d'une douzaine de divisions, lança son assaut final contre Narva. Les Allemands avaient anticipé cette attaque et avaient déjà commencé leur retrait le 23 juillet, un jour avant l'offensive soviétique. Les Soviétiques mirent en place une attaque, le but étant d'encercler le corps de Panzer SS des Allemands. Au nord de Narva, les Soviétiques lancèrent une autre attaque après un intense barrage d'artillerie, frappant les défenses de la 20e division SS estonienne. La situation devenait critique pour les Allemands. Pendant que les Soviétiques lançaient leurs offensives, les Allemands, eux, se concentraient sur la construction de la nouvelle ligne de défense, près de la ligne Tannenberg, qui a été autrefois un front durant la Première Guerre mondiale. Les premiers arrivés sur cette ligne furent les volontaires flamands de la 6e SS Sturmbrigade Langemark. Ils avaient été rapidement déplacés depuis leur phase d'entraînement et de réformation après avoir subi de lourdes pertes plus tôt dans l'année. Sous le commandement du SS Hauptsturmführer Rehmann, le bataillon flamand occupa des positions près d'un orphelinat abandonné, sur l'une des 3 collines de Sinnamad, rapidement surnommée Orphanagil. Les premières unités allemandes commencèrent à se retirer de la tête de pont de Narva dans la nuit du 24 juillet. Le régiment Denmark et le premier bataillon du régiment SS Panzergrenadier 49 Terrauter traversèrent les ponts sans incident. D'autres unités suivirent, couvertes par les forces de garde arrière. Puis, le 26 juillet, les ponts sur la rivière de Narva furent dynamités. On nous a bombardés par en dessous, chef. Une mine. Alors, se rappeler, le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton bleu. Le fil rouge sur le bouton blanc. À l'exception du principal pont de la ville qui avait résisté à l'explosion. Les hommes du bataillon d'ingénieurs SS néerlandais durent repousser une attaque soviétique sur le pont avant de poser de nouvelles charges explosives. Après plusieurs heures tendues, le dernier pont fut également détruit. Pendant que les Hollandais battaient en retraite, le 2e bataillon du régiment Dérouteur fut isolé. Le commandant du régiment, Kolani, envoya rapidement des hommes pour porter secours au bataillon. Après de violents combats, les unités encerclées furent extraites avec succès. Malgré cette réussite, tout ne se passa pas comme prévu pour les Allemands et les Néerlandais. Si les premières phases de la retraite se déroulèrent relativement bien, les étapes suivantes furent chaotiques. Dans la soirée du 25 juillet, le SS Obersturmbannführer Benner, commandant du régiment, décida de s'arrêter pour attendre une unité retardaire. Cette décision fatale permit aux forces soviétiques d'encercler complètement ses troupes. Entre 14h et 17h le lendemain, les survivants tentèrent de s'échapper en petits groupes à travers les lignes soviétiques. Le régiment SS Panzergrenadier 48 cessa d'exister en tant qu'unité combattante. Seuls que quelques soldats isolés réussirent à s'échapper. On estime que 80% du régiment fut perdu. Pendant ce temps, sur la ligne de Tannenberg, le 3e bataillon du régiment Nord fut temporairement coupé du reste des troupes. Les SS danois ont été envoyés avec succès pour dégager un passage et aider leurs camarades norvégiens. Les combats du 26 juillet étaient loin d'être terminés. Au nord, un lien vital fut établi avec les hommes de la 20e division SS estonienne, scellant la ligne défensive et éliminant les éventuelles brèches que les attaquants auraient pu exploiter. L'essentiel du bombardement visait Orphanagil, où les Waffen belges avaient pris position. Rebaptisé Kampfgruppe Rehmann, le bataillon flamand disposait d'une position dominante avec de bons champs de vision et de tir. Les soviétiques, conscients de l'importance de la colline, en firent une cible prioritaire. Pendant le bombardement, l'orphelinat fut entièrement détruit et les pertes furent lourdes. Après une retraite extrêmement tendue, la plupart des unités du 3e corps de Panzer SS reprirent leur position défensive. La ligne de Tannenberg représentait le dernier rempart majeur avant le reste de l'Estonie et sa capitale, Tallinn. Le centre de la ligne de défense était constitué de 3 collines proéminentes, Orphanage Hill à l'est, Grenadier Hill au centre et l'île 69.9 à l'ouest. Cette dernière servait de quartier général pour les régiments Waffen. Malgré la solidité apparente des défenses, les soviétiques lancèrent un assaut massif le 26 juillet dans l'après-midi,
martelant les positions avec un bombardement d'artillerie intense. Les Allemands subirent de lourdes pertes. À la tombée de la nuit, les divisions de fusiliers soviétiques 201e et 256e lancèrent la première attaque. Soutenus par des blindés, 5 chars accompagnés d'infanterie avancèrent sur la route principale en direction des SS danois, perçant relativement facilement les défenses allemandes et capturant le flanc est d'Orfanagil. Les Allemands durent réagir rapidement. Des grenadiers armés de Panzerfaust et de Panzerschreck furent envoyés pour contre-attaquer. Ils détruisirent plus de 10 chars en quelques minutes, stoppant ainsi la première poussée soviétique. Mais cependant, cette attaque n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. Le matin du 27 juillet, à 6 heures, les soviétiques reprirent leur bombardement intensif sur la ligne. Les tranchées allemandes furent réduites en cendres, créant chaos et destruction parmi les défenseurs. Les quelques chars restants furent placés sous le commandement du SS Obersturmbannführer Paul Albert Koch, chef de la SS Panzerabteilung 11 Hermann von Salza. Ces chars furent mis en place en réserve au sud de l'île 69. Le lendemain matin, les soviétiques relancèrent leurs attaques, cette fois avec une trentaine de chars T-34 soutenus par de l'infanterie. Les compagnies danoises 10e et 11e, défendant désespérément la route de Tirstow, parvinrent à détruire 14 chars ennemis grâce à des armes anti-chars, forçant les autres à battre en retraite. Cependant, ces compagnies furent rapidement encerclées et continuèrent à combattre jusqu'à la destruction presque complète. Au sud d'Orfanagil, le poste de commandement du 3e bataillon du régiment Danemark fut encerclé. Les survivants, acculés dans les derniers bâtiments encore debout, firent appel à la 7e compagnie du régiment Norge pour les secourir. Cette compagnie lança une attaque depuis les bois au nord-ouest de Schönidorf et réussirent à briser l'encerclement, sauvant le quartier général danois. Au lever du jour, le 28 juillet 1944, le 1er bataillon du régiment Waffen-Grenadier estonien avait cessé d'exister en tant qu'unité combattante. Les quelques survivants furent intégrés dans les rangs du 1er bataillon de la brigade Langemark, déjà très affaibli. Presque chaque jour, un bataillon entier était anéanti dans les combats pour la ligne de Tannenberg. Puis, le problème vient que les soviétiques, ayant réparé ou remplacé les ponts endommagés sur la Narva, commencèrent à recevoir des renforts. Parmi eux se trouvaient les 31e et 82e régiments de chars. Pendant la courte accalmie des combats, les Allemands réorganisèrent leurs unités. Les diverses unités multinationales en uniforme SS tenaient encore une partie d'Orfanagil. Après l'échec des Estoniens à reprendre la colline, cette tâche fut confiée au 2e bataillon du régiment Norge, sous les ordres du SS Sturmbannführer Scheib. Un court barrage d'artillerie précéda leur assaut. Cependant, les hommes de Scheib furent rapidement pris sous un intense feu soviétique. Les quelques survivants atteignirent les tranchées ennemies, où des combats au corps à corps féroces éclatèrent. Lorsque Scheib fut blessé, l'ordre de retraite fut donné. Une fois encore, les divisions de fusiliers soviétiques résistèrent à la contre-attaque allemande avec courage. Les divisions soviétiques continuèrent de pousser les troupes allemandes hors d'Orfanagil. Atteignant les défenses de Grenadier Hill, les unités du 3e corps Panzer SS tentèrent désespérément de ralentir l'avancée soviétique. Mais l'infanterie rouge et les blindés IS-2 et T-34 continuaient leur progression. Le flanc sud de Grenadier Hill devint rapidement une cible prioritaire pour les soviétiques, qui exploitèrent une faiblesse dans les défenses allemandes. Les soviétiques concentrèrent leurs forces sur Grenadier Hill, encerclant de petites unités allemandes. Au coucher du soleil, 50 hommes de la 7e compagnie Danemark et 20 volontaires de la brigade Langemark tentèrent de harceler les forces soviétiques regroupées sur Orfanagil. Cependant, les soldats soviétiques les attendaient et annihilèrent l'attaque avec des tirs d'armes légères. Ce fut la dernière tentative allemande pour reprendre Orfanagil, qui resta sous contrôle soviétique. Après 3 jours de combats acharnés, le général soviétique Govorov prépara ses forces pour un nouvel assaut qu'il espérait décisif. Le 29 juillet, à l'aube, les soviétiques déclenchèrent un autre bombardement massif sur la ligne de Tannenberg. L'objectif était de dégager le terrain entre Grenadier Hill et Schönidorf, afin de percer les lignes du 3e corps de Panzer SS. En plus de l'artillerie, l'armée de l'air soviétique lança des raids de bombardement sur les défenseurs. Peu après, des dizaines de chars accompagnés d'infanterie avancèrent vers les positions allemandes. L'artillerie allemande tenta désespérément de ralentir l'assaut, mais sans succès. Malgré l'effondrement apparent des défenses, des poches de résistantes subsistèrent. L'Unterscharführer flamand Rémi Schrijnen, positionné avec un canon anti-char PAC-40 sur le flanc nord-est de Grenadier Hill, il détruisit à lui seul 3 chars IS-2 et endommagea plusieurs autres, ralentissant l'avancée soviétique. Gravement blessé, il continua néanmoins à se battre, un acte qui lui valut plus tard la croix de chevalier de la Croix de Fer.
Au cours des 3 jours de combats incessants pour la ligne de Tannenberg, les soviétiques perdirent 113 chars. Les 3 collines, autrefois verdoyantes, furent transformées en un paysage lunaire, criblé de cratères, les armes calcinées et les corps des soldats morts ou blessés jonchaient le champ de bataille. Les pertes étaient dévastatrices des deux côtés. Les soviétiques avaient réussi à capturer Orphanage Hill, mais Grenadier Hill et Hilly 69 restaient aux mains des défenses allemandes, qui avaient subi des pertes tout aussi considérables. La résistance allemande, bien qu'affaiblie, continua à repousser les assaillants, notamment grâce à l'utilisation efficace des Panzerfaust et des Panzerschreck. Le 1er août, les soviétiques ne lancèrent pas d'attaque majeure, utilisant cette journée pour réorganiser et renforcer leurs unités. Après 5 jours de combats incessants, les deux camps accueillirent ce répit avec soulagement. Les munitions furent réapprovisionnées, les troupes réorganisées et les morts enterrés. Mais le lendemain, les combats reprirent. Ils furent moins intenses, une série de petites escarmouches et de raids soviétiques tenta d'infiltrer les lignes allemandes, mais ces tentatives furent repoussées. L'action se limita principalement aux échanges d'artillerie, marquant une baisse significative des combats d'infanterie. La bataille de la ligne de Tannenberg touchait lentement à sa fin. Entre le 2 et le 2 août, les forces soviétiques ralentissèrent leurs assauts, privilégiant des petits raids vers les défenses allemandes. La bataille pour la ligne de Tannenberg et la région de Narva s'achevait, laissant derrière elle un champ de bataille de ruines. Les pertes furent terribles. Des bataillons entiers ont été anéantis pour gagner ou défendre plusieurs mètres de terrain, comme à Verdun. Selon certaines estimations, les Allemands étaient en infériorité numérique de 6 contre 1, mais les volontaires allemands montrèrent une résistance farouche. Malgré leur défense acharnée, les forces allemandes finirent par perdre les 3 collines bleues en septembre 1944, lors de l'offensive soviétique sur Riga. Cette bataille, bien que finalement perdue par les Allemands, illustra le courage et la ténacité des deux camps dans l'une des dernières grandes batailles du front de l'Est. Le haut commandement allemand décida d'abandonner l'Estonie et entama, le 10 septembre, les préparatifs d'un plan d'évacuation nommé Opération Aster. Après l'offensive de l'armée rouge depuis Madona, en Lettonie, Hitler approuva l'opération le 16 septembre. L'armée rouge entra dans la capitale à Tallinn le 22 septembre. Tandis que les dernières troupes allemandes évacuèrent les îles estoniennes d'ici à la fin de l'année, cela marqua la fin de la guerre sur le sol estonien. Avec la République d'Estonie restant occupée par l'Union soviétique pendant 47 années suivantes, l'Estonie retrouva finalement son indépendance en 1991 et les dernières troupes russes quittèrent le pays en 1994. La bataille en Estonie symbolise tragiquement une guerre fratricide entre compatriotes. D'un côté, la 20e division SS, composée principalement d'Estoniens enrôlés sous commandement allemand, défendait le front contre l'armée rouge. De l'autre, des Estoniens, enrôlés dans les rangs soviétiques, combattaient aux côtés du 8e corps de fusiliers estonien. Ces deux camps, pourtant issus de la même terre et partageant souvent des origines communes, se sont affrontés sous les drapeaux étrangers. Leur choix, dicté par les complexités géopolitiques de la Seconde Guerre mondiale, ce déchirement illustre l'immense tragédie de l'Estonie, piégée entre les deux empires en guerre, où des frères se sont retrouvés contraints de s'opposer sur le champ de bataille.